directeur de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, qui devait être en Skype, et malheureusement il n'a pas pu parce qu'il a un problème familial. Mais, il avait tellement envie de participer avec nous qu'il a fait plusieurs interviews de lui-même via une société privée qu'a mandaté l'Agence du médicament, et on va vous les présenter, répondant à quelques petites questions qu'on lui a envoyées en urgence. Ça s'est fait hier. Et le téléchargement des vidéos, ça s'est fait cette nuit. Donc moi-même, je ne les ai même pas vues. Donc M. Maraninki, c'est quand même comme M. Rousseau, c'est l'alter ego. Par contre, lui, il décide. Alors, on ne pourra pas lui poser de questions, mais je peux vous dire qu'il est de tout cœur avec nous. Et pouvoir avoir financé, parce qu'ils ont pris un prestataire de service, des vidéos pour une île qui a 10 000 km, qui est parfois même pas marquée sur les cartes au Canada, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. On marche sur la tête. Eh bien non, on ne marche pas sur la tête. C'est que vous avez à la tête de ces institutions, que ce soit le professeur Rousseau et le professeur Maraninki, des gens qui commencent à réaliser qu'il y a un problème et qui essayent petit à petit, on ne peut pas tout leur demander quand même, hein, que ça change. Voilà. On va donc vous présenter un certain nombre de toutes petites vidéos qui vont se suivre, en gros une 20-30 minutes. Alors c'est très intéressant. Et marquez vos questions et après on sera en Skype avec Irène Frachon. Bonjour à tous. Je suis désolé de ne pas être avec vous, physiquement avant tout, parce que j'aurais bien aimé être un insulaire parmi les insulaires. De ne pas être avec vous en dialogue, mais je vais essayer dans mon exposé, par un jeu de questions et de réponses, à répondre au maximum de questions que vous nous posez. Et merci aux organisateurs de leur confiance et merci aux organisateurs d'avoir posé des questions précises et crues, et je vais tâcher d'y aller. Beaucoup de choses ont changé, c'est peut-être pas encore visible, mais je voudrais dire à tous nos collègues et à tous nos amis que ce qui change très fondamentalement, c'est que nous nous orientons de plus en plus sur deux objectifs portés par deux valeurs qui sont très concrètes. C'est quoi les objectifs? C'est de donner un accès très rapide à l'innovation, puisqu'on a encore des grands besoins de santé dans notre pays, et puis il y a des tas de maladies qu'on ne sait pas soigner. Et il faut que nous soyons le numéro 1 dans l'accès à l'innovation. Alors l'accès à l'innovation, je suis fier de parler devant mes collègues de la Réunion, ça signifie qu'on accepte de gérer de l'incertitude par rapport à des besoins de santé, et nous, on en assume la responsabilité. Ça signifie aussi que l'accès à l'innovation, il doit être équitable, et c'est que c'est tous les malades du pays qui doivent pouvoir en bénéficier. Et ça, comment on le fait? En s'engageant dans un nouveau système qui s'appelle les ATU de cohorte, par exemple, qui offre l'accès à des nouveaux médicaments à l'ensemble de la population française, parfois 2 ans avant même qu'il y ait une autorisation d'utilisation de ce produit. C'est gratuit pour les personnes, c'est financé soit par les firmes, soit par la collectivité. Et le message, si on donne un grand accès à l'innovation, c'est bien sûr, il faut qu'on le surveille, puisqu'on n'en connaît pas forcément les conséquences. Donc on offre du bien, mais en même temps, on génère des risques. La deuxième chose qui a changé, c'est priorité à la surveillance. Les produits de santé, c'est fait pour faire du bien, mais ça comporte des risques, on le sait. Et ces risques, on ne les devine pas au début du développement d'un produit, on les connaît avec le temps. Et donc, on doit corriger. Surveillance, ça va au-delà des vigilances. Ça signifie que tout produit doit être remis en question par l'agence, mais aussi, évidemment, par les prescripteurs qui doivent signaler, arrêter de prescrire. Et nous, notre travail, c'est de prendre des décisions. Alors, ce qui change très fondamentalement, c'est qu'on prend des décisions sur la vie réelle et pas sur des études idéales demandées au labo. Et donc, on a la capacité juridique de supprimer un médicament ou de corriger son utilisation, y compris s'il est mal utilisé. Et on a aussi, ce qui a changé, c'est qu'on peut responsabiliser les firmes et les questionner. Donc, on inverse le processus.
Avant, c'était à nous de faire la preuve qu'un médicament était toxique. Et là, on peut demander aux firmes de prouver qu'il ne l'est pas. Donc, c'est un changement qui est fondamental. Et les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est la transparence. C'est une valeur, mais c'est une obligation. Et transparence, ça signifie que nous rendons accessibles tous les documents qui nous ont permis de prendre des décisions. Et on peut détailler tout le processus d'instruction qui a poussé à des décisions. La deuxième valeur aussi, mais qui va avec la transparence, c'est que participe à la décision, elle est assumée par nous, et participe à la décision des nouveaux acteurs. D'abord, il y en a qui ont disparu. Il n'y a évidemment pas les acteurs qu'on régule. Il n'y a plus l'industrie pharmaceutique. Et puis, il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent, qui sont les prescripteurs, qui siègent, prescripteurs experts, mais aussi normaux, naïfs, des médecins généralistes, des pharmaciens qui distribuent les médicaments, donc des gens comme vous et comme moi qui ont envie d'avoir des biens de santé. Et ils participent au processus de décision. Mais surtout, il y a des patients et des représentants de patients, et ils votent pour, lorsqu'on leur propose des décisions. Alors évidemment, c'est le directeur général, votre serviteur, qui a la responsabilité de la décision. Simplement, si je ne suis pas la décision d'une commission, ce qui peut arriver, puisqu'on me propose une décision, pas une instruction, mais une décision, ben, simplement, il faut que je m'en explique. Il faut que le directeur s'en explique. Pourquoi? C'est parce que les décisions publiques que porte l'ANSM pour l'État, il faut qu'elles soient compréhensibles. Elles ne seront jamais consensuelles. On n'est pas là pour rechercher le consensus, on est là pour garantir la sécurité dans la transparence et remettre en question, évidemment, nos connaissances au cours du temps. Et ce qu'elle ne fait pas, c'est qu'elle ne donne pas la valeur économique d'un produit. Donc elle n'intervient pas dans le remboursement, elle n'intervient pas dans le prix. Donc nous sommes neutres par rapport à la valeur économique pour la firme et la valeur économique pour la société. Qu'est-ce qu'on ne fait pas non plus? On n'est pas une agence de classement en disant il faut prendre cette marque par rapport à une autre, parce qu'elle est moins chère, parce qu'elle est mieux présentée. Ça, c'est le rôle de l'HAS qui est de faire une agence de classement entre les meilleurs thérapeutiques et les meilleurs médicaments pour une même pathologie. Pour nous, si le médicament n'est pas bon, on le supprime. Il n'y en a pas. L'industrie est sortie de toutes les instances de gouvernance, parce qu'elles y étaient. Les industriels étaient au conseil d'administration, siégeaient dans des commissions qui traitaient leurs propres produits. Donc ça n'a pas lieu d'être. Voilà, donc c'est terminé. D'autre part, l'agence était financée par les redevances des industriels. En gros, chaque fois que l'industriel était obligé de toute façon de nous soumettre un dossier, il payait. Donc l'agence doit être indépendante et travaille pour le compte de l'État. Donc nous sommes financés par vos impôts exclusivement. Et donc il n'y a aucun lien financier direct ou indirect avec l'industrie. La santé n'est pas un marché, nous le savons. La preuve, vous êtes là. Puisque la santé qui nous occupe, il y a des intermédiaires qui sont les prescripteurs. Je voudrais, puisque vous faites ce débat sur la prescription, rappeler la liberté du médecin de ne pas prescrire. Ce n'est pas parce qu'il y a un médicament qu'on est obligé de le prescrire. Souvent, on nous dit, mais pourquoi vous supprimez pas ces médicaments? Parce que les médecins pourraient être tentés de le prescrire. Non, la liberté. Alors nous, on autorise à ce qu'il y ait des médicaments qui soient distribués et commercialisés pour qu'ils soient disponibles de façon équitable pour tous les prescripteurs qui pourraient en avoir besoin. Donc autorisation de mise sur le marché signifie pas obligation de s'en servir, c'est disponibilité et vers où on va vers une médecine plus personnalisée, c'est le bon médicament à la bonne personne et probablement dans des nouveaux marchés qui seront de plus en plus étroits. Et c'est pas mal qu'il y ait une diversité d'offres qui soit importante, dont on garantisse la sécurité d'emploi. Prochaine priorité, c'est installer la culture de la livraison de décisions publiques avec régularité. Pourquoi ? Ce n'est pas un événement que de supprimer un médicament, ce n'est pas un événement que de changer son indication. Et ça,
ça doit rentrer dans la culture générale. Ce qui nous a manqué pour notre agence, mais comme pour toutes, c'est que ces agences étaient plutôt des agences d'enregistrement plutôt que des agences d'adaptation. Donc c'est très bien d'enregistrer, on en a besoin. Mais il faut surtout ensuite adapter les produits au fil des connaissances et des connaissances publiques portées par les médecins qui travaillent sur ces produits et évidemment par les données de vigilance. Oui, oui, ça existe. Ça existe et ça va exister de plus en plus. Parce que qu'est-ce qu'on demande aux experts? D'abord, c'est de renoncer à des liens d'intérêt. D'accord? Il y a des règles d'incompatibilité qu'on a mis. On n'est pas expert à vie, on est expert pour 3 ans. Donc, la personne gagnait de l'argent avant, il était financé par l'industrie, on lui demande d'y renoncer pendant 3 ans. C'est un choix. C'est un choix à faire. Il y a quand même 1000 personnes qui travaillent à l'agence. Et le recours à l'expertise externe est très important pour vérifier qu'on n'a pas des idées trop saugrenues en interne. C'est plutôt de la confrontation. Et c'est de temps en temps aller chercher une expertise pointue. Mais l'expertise ne fait pas la décision. La responsabilité de la décision, c'est sur tout un ensemble. Donc je crois que nous devrons avoir recours de plus en plus à de l'expertise externe, blanche comme neige, compétente et engagée. Il faut aussi valoriser les experts dans leurs compétences, et nous publions non seulement leur déclaration d'intérêt, mais aussi leur curriculum vitae, parce qu'il faut être fier aussi de la qualité des travaux, puisqu'on choisit aussi des experts sur leurs compétences. Il faut s'en donner les moyens, avec des règles qui soient claires, en acceptant que des personnes ont pu travailler pour l'industrie pendant une période, et ensuite ils s'arrêtent lorsqu'ils travaillent pour l'agence. Et ensuite on vérifie bien sûr qu'ils ne vont pas travailler sur un processus de décision. Ça signifie que l'agence aussi apprend à poser des questions à des experts, plutôt que de se faire poser des questions par des experts, de façon à ce que l'expertise soit mobilisée sur une question importante du dossier, sur lequel on doit pouvoir trancher. Donc je sais que c'est long, c'est un changement de pratique et d'habitude, mais notre pays est riche de savoirs, et tous les savoirs n'ont pas de raison d'être tous mobilisés par l'industrie pharmaceutique. En tous les cas, on doit y veiller. Pour le champ de la sécurité du médicament, j'ai obtenu, avec la création de la NSM, d'avoir un fonds d'intervention pour soutenir la recherche publique à hauteur de 15 millions d'euros par an. Alors certains diront c'est pas considérable, d'autres diront c'est beaucoup trop. Mais ça marche. On fait des appels à candidature. La mauvaise nouvelle, c'est que tous les projets ne sont pas retenus. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est que la recherche, il faut qu'elle soit excellente ou pas du tout. Ben oui. Parce que quand on prend ces décisions, c'est pour un intérêt individuel de patient et surtout pour un intérêt évidemment collectif de patients. Donc effectivement, il faut que nos décisions soient les mieux compréhensibles et illustrées. Je vais vous citer quelques exemples. Un exemple anodin. Telle personne prend du Vastarel depuis des années pour le traitement des vertiges. Nous évaluons le Vastarel et le Vastarel est inefficace dans le traitement des vertiges et présente des dangers. Donc nous supprimons l'indication, voire le produit. Que font les personnes? Elles se retournent vers un médecin, elles disent « Vous m'avez empoisonné pendant 10 ans avec un médicament que la NSM supprime » ou bien « Pourquoi la NSM nous embête alors que ça me fait du bien pour les vertiges ?» Donc on est dans un problème de dialogue collectif. Donc il faut qu'on vous prévienne, pour ceux qui ne le savent pas, que le Vastarel est inutile dans les vertiges. Avant on croyait, maintenant on est sûr que c'est inutile, pour que vous arrêtiez votre prescription. Un deuxième exemple, nous on sait par exemple que quand on utilise le Rivotril, et vous le savez, je suis sûr qu'il y a des prescripteurs qui ont été agacés par les décisions qu'on a prises, qui est un traitement anti-épileptique remarquable pour le traitement de l'épilepsie. Il y a énormément de détournements d'usage, puisque c'est une drogue du crime, du viol. On en a les preuves. On sait qu'il y a une accoutumance des personnes et qu'il y a d'autres traitements antidouleurs.
Or, le Rivotril était utilisé dans 90% des cas en dehors de son indication. Donc, on fait un rappel à l'indication et on le réserve au traitement de l'épilepsie avec une primo-prescription. Donc, c'est des changements qui sont pénibles, mais qui doivent se faire dans le bon sens. Et dans le dialogue avec les personnes, vous savez, les personnes, maintenant, elles savent lire les notices, ou elles vont le savoir de plus en plus. Et quand on prend un antiépileptique, ben, c'est un antiépileptique. Et si on n'a pas d'épilepsie, c'est normal qu'on se pose des questions et qu'on retourne chez le médecin. La liberté de prescription persiste, bien sûr. Mais simplement, si ça devient une habitude, soit c'est bien, et à ce moment-là, il faut qu'on étende l'AMM, soit c'est toujours pas prouvé après quelques années, et à ce moment-là, les risques vont être plus importants que les bénéfices, et notre agence se doit de prévenir les risques. À l'échelle collective, c'est notre responsabilité, et de le faire de façon transparente et raisonnablement rapide. 25 ans de Mediator, c'est pas normal. Voilà, donc on en parle, et puis après on agit. En toute simplicité, notre responsabilité, c'est d'assurer dans l'État, membre de la communauté européenne, la sécurité d'utilisation des produits de santé. Je vais vous citer un exemple concret. Actos, la pioglitazone, traitement du diabète. En France, 200 000 personnes en prennent. On observe une montée des cancers de la vessie et on la documente. Donc on prend une décision de le supprimer. En Angleterre, 20 000 personnes en prennent seulement. Ils n'observent pas. Et donc, l'Europe vote et nous sommes minoritaires, puisque nous sommes les seuls concernés. Mais nous persistons, et il affirme d'ailleurs dans sa sagesse, arrête la commercialisation en France, et notre responsabilité collective, il y a eu des malades à La Réunion qui prenaient de la pioglitazone, elle est partagée entre médecins et décideurs. Heureusement, il y a d'autres alternatives thérapeutiques que la pioglitazone pour traiter le diabète. Voilà, et ce n'est pas une catastrophe sanitaire. Donc on garde cette marge de manœuvre, de la responsabilité sur notre propre territoire. Par contre, il est normal que l'arbitrage, le vote, plus on est nombreux, moins les décisions seront iniques. Diane 35, donc nous n'avons pas été suivis par l'Europe, non plus. En France, 90% de l'utilisation de Diane 35 était en dehors de son indication. Mais l'Europe a réagi. Et elle a rappelé que ce n'était pas un contraceptif. Ah, donc ça c'est bien. L'Europe a réagi, elle dit Diane 35 ne peut pas être un traitement en première ligne de l'acné. Ben, c'est très bien aussi. Voilà, donc l'Europe c'est aussi intéressant parce que ça mélange les cultures. Nous sommes à La Réunion, vous savez l'importance aussi de la culture de la société. Et la culture bulgare n'est pas tout à fait la même que la culture française ni anglaise. Donc acceptons dans la santé. Il y a aussi des usages et aussi des devoirs qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays. La révolution qui se passe en Europe en ce moment, c'est que c'est fini. L'Europe n'est pas qu'une boîte d'enregistrement. Ça, c'était le CHMP. Il y a une nouvelle commission qui a été créée qui s'appelle le PRAC, qui a les mêmes pouvoirs et qui surveille les médicaments au cours du temps. Et là, tout change, comme en France d'ailleurs. C'est tout nouveau, hein, ça date quand même, la première réunion a eu lieu en septembre 2012, et je vous garantis que la France alimente les dossiers avec régularité. D'abord, il faut que la LSM le mérite, et nous faisons de notre mieux pour être transparents vis-à-vis des prescripteurs, leur donner des informations. Alors l'information, c'est toujours compliqué, il ne faut pas noyer des prescripteurs sous des tonnes d'informations. Qu'est-ce qu'on donne comme information? Nous, on ne fait pas de marketing, on fait l'inverse. On dit, quand on est inquiet sur un produit, il faut qu'on en prévienne les prescripteurs, puisque s'ils ont une autre alternative, c'est bien qu'ils le sachent. Quand on va être probablement amené à supprimer un produit, il faut que les prescripteurs le sachent le mieux, puisque c'est eux qui ont la confiance des patients. Et je voudrais insister sur la liberté de prescription qui est votre thème. Oui. Oui, mais dans un cadre. C'est quoi le cadre? Et c'est clinique. C'est référentiel temporaire d'utilisation. On a créé en France, et on lance
à l'ANSM la possibilité de traitement hors AMM avec la responsabilité de l'ANSM. Évidemment, c'est temporaire. Si au bout de 3 ans, ça fait du bien, il faut qu'il y ait une extension de l'AMM. Si ce n'est pas sûr que ça fasse du bien, il faut s'arrêter ou faire des essais cliniques. Hein. On est là pour offrir du bien et donc limiter les risques. Bien évidemment, chacun d'entre vous, dans son cabinet, arbitre une relation bénéfice-risque de décision thérapeutique par rapport à son patient. Nous sommes loin d'être en carence de médicaments et d'offres de thérapeutiques. Nous sommes le pays pour lequel il y a le plus d'accès aux molécules au monde et le plus de molécules disponibles. Il faut simplement que le prescripteur soit sûr que ces molécules ont été bien évaluées pour que dans son art de prescrire individuellement, il puisse faire le meilleur arbitrage. Et la chose nouvelle, c'est qu'il va devoir dialoguer plus avec son patient, qui va lui poser des questions. Et nous, il faut qu'on nourrisse le prescripteur d'informations pour que les patients ne posent pas des questions auxquelles ils ne pourraient pas répondre et qu'il aurait appris par la presse ou par je ne sais quel média. Cette démocratie sanitaire, on la retrouve dans les cabinets, on la retrouve dans les colloques et on la retrouve dans les agences. Nous l'appelons de nos voeux. C'est parfois conflictuel parce que tout le monde n'est pas d'accord. L'agence prend des décisions, pas dans le consensus. Hein. On a attendu longtemps un consensus sur le Mediator, trop longtemps. Voilà, c'est notre responsabilité. Grand merci, professeur Maraninki, d'abord pour votre exposé, qui est particulièrement éclairant, qui sera sur notre site. Accordez-nous quelques jours de repos et puis vous aurez le loisir de les revoir. Merci pour votre confiance quand même. Hein. Nous, on ne se connaît pas personnellement, on n'a jamais eu d'échange de mails. Je pense que c'est par oui-dire que vous avez dû vous dire, tiens, la réunion, eh ben, il bouge un peu et on va peut-être leur faire confiance. Nous, on vous fait confiance en tous les cas. On fait confiance au professeur Arousseau. Grand merci. Et je sais que vous aviez été retenu pour des raisons familiales cet après-midi.